C'est toujours un plaisir de faire face à nos chers internautes pour leur faire part donc de leur émission hebdomadaire, l'entretien. Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir de discuter avec quelqu'un qui a fait ses preuves donc, dans le cadre de la sécurité alimentaire. Donc, pour le présenter simplement, Jean-Pierre Senghor, qui est le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, mais également quelqu'un qui est engagé dans le cadre politique de manière générale, qui s'active au niveau du Sud, particulièrement dans la région de Sédhiou. Jean-Pierre Senghor, donc c'est toute l'équipe de Dakaractu qui vous remercie par rapport à cette opportunité pour parler des questions qui interpellent le secteur dans lequel vous évoluez, mais également parler d'un certain nombre de points relatifs à l'actualité politique. Merci pour l'invitation. Écoutez, c'est moi qui suis honoré de vous recevoir. Je suis très heureux que vous soyez venu nous rendre visite et c'est avec plaisir que je vais me prêter à l'exercice de vos questions-réponses. Merci beaucoup. Pour entrer dans le vif du sujet, on a une question brûlante. Bon, pas une question brûlante, mais une question d'actualité qui interpelle pratiquement tout le monde par rapport notamment à ce rapport récent qui est intervenu pour donner quelques chiffres assez préoccupants quand même. Le rapport de la FAO qui parle de manière générale de cette insécurité alimentaire qui sévit au Sénégal entre le mois de juin et le mois d'avril dernier. On est aujourd'hui dans une situation assez préoccupante avec peut-être l'inflation, un certain nombre de questions qui vraiment interpellent tout un chacun, qui vous interpelle vous également, qui évoluez dans le secteur. Aujourd'hui, quand vous avez vu ce rapport entre les mains et quand vous l'avez lu de manière assez chiffrée, quelle est l'interprétation que vous en aviez faite? Écoutez, on entre vraiment dans le vif du sujet. Mais en réalité, ce rapport, j'avoue que on m'en a parlé, mais je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas lu. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que au Sénégal, la structure, l'entité qui est en charge de ces questions, c'est bien nous. Donc si des chiffres doivent être publiés, ce sont nos chiffres. La FAO ne peut pas publier des chiffres qui ne sont pas sortis de chez nous. Donc si vous voulez, les chiffres dont nous disposons sont des chiffres qui sont issus d'un processus qui est commun à 17 pays. Nous faisons des enquêtes et après ces enquêtes-là, nous réunissons toutes les données et tous les acteurs sont impliqués et la FAO est impliquée dans justement ce processus-là. Et peut-être en réalité, vous savez, la FAO à Dakar, c'est une représentation sous-régionale. Donc ils peuvent donner des chiffres globaux sur l'ensemble de la sous-région ouest-africaine. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que... Ça, c'est des chiffres du Sénégal. Spécifiquement du Sénégal. C'est-à-dire que les chiffres tournent autour de presque 1 million de Sénégalais qui ont été menacés durant la période que je vous ai dit tout à l'heure. D'accord. Bon, écoutez, je vais vous parler de ces chiffres-là. Moi, je vais vous parler de nos chiffres qui sont les chiffres officiels. Bon, la FAO, c'est vrai, c'est un partenaire stratégique du Sénégal, mais ces chiffres qu'ils ont publiés ne peuvent pas être différents des nôtres. Et je vais vous donner les chiffres que nous avons. Et vous savez, chaque année, nous menons au moins une enquête d'envergure sur l'ensemble du territoire national, les 46 départements. Et d'ailleurs, en ce moment, toutes nos équipes sont mobilisées sur le terrain, justement pour conduire cette enquête. Pendant 3 semaines, ils vont sillonner le pays. Et à l'issue de l'enquête, nous allons aller à un rendez-vous qui est incontournable pour les 17 pays membres du réseau de prévention des crises au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Et à partir du 7 novembre, on va se retrouver tous pendant presque 6 jours, tous les acteurs, y compris la FAO, le PAM, toutes les agences du système des Nations Unies, les ONG qui accompagnent le Sénégal dans cette lutte contre l'insécurité alimentaire pour déchiffrer justement ce qui est sorti de ces enquêtes-là. Alors, nous avons 2 temps forts dans l'année. Le premier temps fort, c'est là. Et au mois de novembre, là, on va aller à ce rendez-vous dont je vous ai parlé. Je vais vous parler de ce qui s'est passé. Donc 2 temps forts dans l'année maintenant et au mois de mars.
donc où nous réunissons tout le monde pour justement déchiffrer les éléments. Et ça nous permet d'avoir quoi? La cartographie des zones à risque d'insécurité alimentaire et puis l'estimation des populations en insécurité alimentaire. Voilà les deux choses que nous permettent de faire ces enquêtes et ces investigations que nous menons sur le terrain, avec des outils qui sont des outils partagés par 17 pays, les 15 de la CEDEAO, plus la Mauritanie et le Tchad. Donc c'est des outils concoctés par le SILS. Alors, au mois de mars dernier, 2022, qui était le dernier rendez-vous que nous avions eu, deux éléments sortent de cette analyse-là. On appelle le cas d'harmoniser. C'est quoi? C'est que les résultats de cette analyse ont montré que presque 549 000 ménages se retrouvaient en phase crise au Sénégal, ce qui fait moins de 70 000 ménages. D'accord? Vous savez que la sécurité alimentaire se mesure à l'aune de trois piliers: la disponibilité de produits agroalimentaires, l'accessibilité et l'utilisation qu'on fait de ce qui est disponible et de ce qui est accessible. Nous utilisons aussi des indicateurs qui nous permettent vraiment de pouvoir faire une analyse assez scientifique, on va dire ça comme ça. Le score de consommation alimentaire, la diversité de scores alimentaires d'alimentation des ménages, le score réduit, l'indice réduit de stratégie d'adaptation, hein, et puis l'indice de stratégie d'adaptation basé sur les moyens d'existence. C'est un certain nombre d'indicateurs comme ça que nous utilisons pour pouvoir déchiffrer et analyser la situation alimentaire. Alors, on arrive à dresser ces cartes que vous voyez là, les cartes de la situation alimentaire du Sénégal, où l'entrée territoriale, c'est le département, et l'entité d'analyse, c'est le ménage. Donc, au mois de mars dernier, ce que le CH a sorti comme résultat, c'est que 549 000 ménages sur l'ensemble des 46 départements étaient en phase crise. Alors, je dois expliquer très rapidement, c'est quoi les phases que nous avons en sécurité alimentaire. C'est des phases qui vont sur une échelle de 1 à 5. 1 étant la phase dite minimale, où tout va bien, hein, en gros, où tout va bien, plus de 80% des ménages et des populations arrivent à satisfaire leurs besoins alimentaires sans problème. La phase 2, c'est la phase sous pression. Quand on est sous pression, on peut effectivement accéder à une alimentation correcte, mais on ne peut pas faire autre chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre certaines dépenses sans toucher à ce qu'on appelle les moyens d'existence. La phase 3, c'est la phase la plus compliquée, qui est la phase dite crise. Quand on dit qu'un ménage est en crise, un département est en crise, ça veut dire que plus de 20% de la population de ce département, puisque l'entrée c'est le département, n'arrive pas à satisfaire ses besoins alimentaires de façon correcte. Voilà. Donc on va parler surtout de la phase crise qui est la plus importante. Donc mars dernier, phase courante, 549 000 ménages, moins de 68 000 à peu près, 549 000 personnes, 68 000 ménages. Et ce qu'on fait quand on analyse la phase courante, on se projette en juin, juillet, août, qui est la période la plus complexe, plus compliquée, parce que les stocks alimentaires ont été entamés, et c'est la période de soudure. Lorsqu'on s'est projeté, quand on était à mars, on s'est projeté en juin, juillet, août, on passait de 549 000 ménages non, pas ménages, 549 000 personnes. Pas ménage, 549 000 personnes à plus de 880 000 personnes si rien n'était fait. Et bon, là, les 880 000, c'est un peu plus de 120 000 ménages. Mais vous savez que, fort heureusement... Donc ça veut dire simplement que la progression, par exemple, de ce chiffre-là est un peu préoccupant parce que, bon, quitter 500... Oui, non, ça c'est normal. 49, ça c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que pendant la période de... Ah bah oui, pendant la période de soudure, c'est pourquoi dans ce contexte précis ça s'est intensifié quand même. Oui, alors, quand vous regardez un peu ce qui s'est passé les dernières années,
nous étions dans des proportions à peu près similaires. Même pendant la période de Covid, c'était un peu plus compliqué. Mais ce que je veux vous dire, c'est que malgré le fait que nous nous sommes projetés en juin, juillet, août avec des chiffres un peu que vous estimez préoccupants et vous n'avez pas tort de le dire, mais il faut tout de suite expliquer ce que le gouvernement a fait. Donc, parce qu'une fois qu'on a fait ça, nous ne restons pas les bras croisés et attendre que les choses empirent. Le gouvernement a pris tout de suite le taureau par les cornes et vous avez dû entendre parler de la distribution de cash de 43 milliards. Et je peux vous dire que cette distribution... ça n'a pas fait encore ses effets. Bon, peut-être que c'est un peu assez tôt. Ah non, moi je peux vous dire que ça a fait ses effets. Moi je suis sur le terrain et je peux vous dire que l'argent est arrivé à des ménages parce qu'on parlait, parce que c'était à peu près 529 000 ménages, ça a touché plus de 4 millions de Sénégalais. 4 millions de Sénégalais ont été touchés directement par ces cash transferts. Ce qui veut dire que ça a touché pratiquement plus de nos 880 000 personnes qu'on projetait. Vous comprenez donc? J'ai fait une tournée dans le pays et j'ai vu au mois de juin, juillet, août, en août, les gens recevaient 83 000 francs. Il y en a même qui ont cumulé, qui ont reçu la bourse de sécurité familiale, plus de 50 000 parce qu'ils ont cumulé deux mois, ou 4 mois plutôt, et puis ils ont reçu les 83 000. Je peux vous dire que ça a fait que nous n'avons même pas déroulé notre plan de riposte. Parce que lorsqu'on a fait ce travail, ce qu'on fait, c'est qu'on élabore un plan de riposte et qui nous permet de venir en appui à ces populations qui sont projetées en crise. Cette année, nous n'avons pas déroulé notre plan de riposte parce que ça a été réglé par le gouvernement. On va un peu accélérer la cadence, comme on dit. Pour venir juste, bon, vous êtes dans le monde rural, vous évoluez avec peut-être ceux qui connaissent bien donc vraiment ce secteur-là, c'est-à-dire vous êtes avec souvent les agriculteurs, vous êtes avec moi-même agriculteur. Voilà, vous-même vous l'êtes. Maintenant, est-ce que compte tenu de la situation aujourd'hui où on est actuellement, bon, c'est vrai qu'on tire vers la fin de l'hivernage, mais exactement dans une période où, par exemple, les familles désœuvrés, n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Est-ce que vous n'avez pas en quelque sorte peur de vivre une période où l'insécurité alimentaire menace concrètement les familles? Bon, c'est-à-dire qu'on doit être conscient que si on veut peindre la situation vraiment en rose, on se trompe soi-même et on n'est pas en train de dire les choses correctement. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Elle ne l'est pas. Je ne suis pas en train de dire que tout est rose, tout se passe bien. Il y a bien des difficultés que tout le monde connaît. Et on sort de Covid. Et Covid nous a donné des enseignements. Nous y reviendrons certainement. Et puis on tombe dans une autre situation géopolitique internationale qui complique les choses avec la flambée des prix des denrées de première nécessité. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous dire ce qui se passe. Évidemment que tout ça concourt à compliquer davantage la situation des ménages, des populations vulnérables, dont la majorité se trouve en milieu rural, parce que ce sont des populations qui vivent d'agriculture. Et dès que les prix flambent, les premiers qui en prennent plein pot, ce sont ces populations qui sont vulnérables. Nous allons espérer que vous n'êtes pas en train donc de présager vraiment des jours sombres quand même. Pas du tout, pas du tout. Je peux vous dire, mais sérieusement, que si l'État n'avait pas pris des mesures d'anticipation pour accompagner les populations qui risquaient d'être frappées de plein fouet par ce que je viens de décrire, on en serait aujourd'hui à une situation un peu plus compliquée. Les ressources qui ont été injectées par mesure d'équité auprès de ces populations vulnérables a jugulé la question. Ça ne veut pas dire que ça a réglé tout. Je vous ai dit, c'est 4 millions de personnes qui ont été touchées, c'est le quart de la population sénégalaise. Il y en a qui n'ont pas reçu, c'est sûr. Mais moi, je vous dis, autour de moi, en milieu rural, dans la zone de Sédhiou, Kolda et Lingara, c'est des gens qui étaient surpris de recevoir sur leur téléphone des envois de 83 000. Vous savez qu'est-ce qu'ils font avec ça? Tout de suite. Des gens qui parfois restent 6 mois sans toucher un billet de 10 000 francs se retrouvent avec 83 000 francs.
pères de famille, mères de famille, ce qu'ils font, ils achètent 3 sacs de riz, ils achètent de l'huile et ils se disent, ça y est, moi je suis bon pour les 3 mois qui viennent. Je peux vous assurer, ça, il n'y a pas plus, pertinent que ce type d'aide-là. Mais cela ne règle pas le problème. Pas du tout, je suis d'accord avec vous. Et qu'est-ce qu'il faut faire Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est d'ailleurs pour ça. Parce que si vous continuez à perfuser les populations, vous n'êtes pas en train d'apporter des réponses durables. Et notre mission à nous ici... La réponse durable, je pense que c'est d'abord la souveraineté alimentaire. C'est sur ça que je vais, c'est l'un des facteurs les plus C'est sur ça que je vais importants. venir. Oui. Parce que nous ici, notre rôle, nous avons d'abord un rôle de veille et d'alerte en matière de sécurité alimentaire pour pouvoir anticiper ces questions dont vous parlez. Il ne faut pas attendre l'occurrence de l'insécurité pour pouvoir réagir. Il faut agir. C'est pour ça le slogan, quand vous le voyez, la sécurité alimentaire, c'est agir maintenant. Nous avons une stratégie que vous voyez là-bas, la stratégie nationale de sécurité alimentaire et de résilience qui a été adoptée en 2016, qui se décline par un programme national d'appui à la sécurité alimentaire et de la résilience, le PNASAR. Et dans ce PNASAR, depuis 2017, nous travaillons à ça. Comment apporter une réponse structurelle, donc durable, à cette problématique qui est humanitaire et sociale. Il faut que l'économie puisse tirer le social. Donc, c'est ça que le chef de l'État nous a demandé, à cela que le chef de l'État nous a demandé de nous atteler. Et je peux vous dire que la solution durable dont vous parlez, c'est de sortir de l'ornière de l'assistance. Quand je suis arrivé ici, il y a quelques années, ma première sortie médiatique, c'était de dire « Je ne crois pas à la distribution de vivres ». La distribution de vivres doit être une mesure exceptionnelle, ça ne doit pas être la règle. Il faut accompagner ces populations. Par exemple, en période de Covid, voilà, en période de difficulté, vous savez, quelqu'un qui souffre momentanément. Absolument. Mais il y a des solutions structurelles qui doivent être mises en place de manière durable. Absolument. C'est dans ça que nous sommes. C'est à cela que nous nous attelons depuis des années. Et vous avez certainement entendu parler dans le PNASAR, le sous-programme hyper important que nous avons appelé les nouveaux terroirs résilients. L'esprit, c'est quoi? Comment aider nos ménages vulnérables que nous constatons à chaque fois que de besoin sur le terrain que c'est à peu près les mêmes zones. Comment bâtir, construire des terroirs qui soient résilients? Comment renforcer la résilience de nos ménages pour que, lorsque le choc arrive, eh bien, ces ménages-là et ces terroirs sont déjà parés pour affronter ces chocs parce qu'on aura mis en place des mécanismes qui leur permettent, notamment aux ménages, de pouvoir disposer de l'eau pour travailler toute l'année, pour ceux qui produisent, de pouvoir diversifier leur système de production végétale, production animale, y compris tout ce qui est aquaculture, pisciculture et tout ça, pour que ce qu'ils consomment, ils puissent le produire. C'est pour ça que vous parlez de souveraineté alimentaire. Il faut diversifier et démocratiser sur l'ensemble du territoire national ce que nous avons appelé les exploitations familiales résilientes. Quelqu'un, vous, eux, moi-même, je vis à Dakar. J'ai quelque part, je viens d'un village, la plupart d'entre nous, où ne parlons pas de Dakar, prenons les villages, chacun a un lopin de terre que les grands-parents n'ont pas pu valoriser, que les parents n'ont pas pu valoriser, que les jeunes aujourd'hui ne valorisent pas. Pourquoi? Parce que l'intrant numéro 1 dans ce secteur-là, c'est l'eau, ce n'est pas la terre. Et donc, si vous permettez à ces ménages-là vulnérables que nous avons identifiés dans le registre national unique et que nous les accompagnons à ce qu'ils aient au moins sur leur lopin de terre de l'eau tirée par de l'énergie solaire avec la possibilité de faire des cultures, une exploitation végétale, un système de production animale, ce qu'ils consomment, ils le produisent, vous êtes en train de régler 90% du problème. C'est dans ça que nous sommes, avec tous les secteurs qui accompagnent, n'est-ce pas? L'accompagnement, c'est important. Exactement. Parce que donc, si vous laissez peut-être les paysans ou ceux qui sont simplement amoureux de la terre, bon, ils peuvent venir poser leurs actes, faire leurs projets, matérialiser, etc. Mais bon, derrière, il y aura peut-être un accompagnement attendu de la part de l'État. C'est absolument. L'État doit... Ce qu'ils attendent quand même.
l'État doit allumer le moteur. Dans nos pays qui sont des pays faibles, sous-développés, malheureusement, l'État est obligé d'être là. Surtout dans ce secteur-là. D'ailleurs, même dans les pays les plus avancés, nous avons, le secteur agricole est un des secteurs les plus soutenus. Donc il faut accompagner ces producteurs. Il ne suffit pas de mettre en place des fermes. Ces fermes, si vous les mettez en place, surtout si ce sont des fermes communautaires, s'il n'y a pas derrière un mécanisme et des instruments solides d'accompagnement, de suivi, conseil, etc., ça ne tiendra pas. Donc le modèle qui est vendu ici avec les nouveaux terroirs résilients, c'est de faire en sorte que les ménages, c'est important, ménages ou familles, peu importe, parce que l'entité la plus sûre pour investir dans ce secteur-là, ce n'est pas la communauté, ce ne sont pas des groupes de personnes, c'est le ménage qui est vraiment l'entité pour leur permettre de produire de quoi manger. Nous avons des céréales bien de chez nous. Le sorgho qui est abandonné, mais il faut le remettre au goût du jour. Notre mil. Le maïs, même si le maïs nous vient d'Amérique centrale aujourd'hui, le Sénégal est capable de produire suffisamment de maïs. Le président a récemment parlé de changement d'habitude alimentaire. C'est indispensable. C'est indispensable. Vous savez, je vais vous dire, quand il dit qu'il faut changer d'habitude alimentaire, vous savez, le pain là, le mbourou du matin là, auquel on est tous accros. Mais ce qui permet de fabriquer le pain là, mais nous ne le produisons pas. Le blé. Mais est-ce que c'est une fatalité de consommer du pain blé? Il faut arrêter. Il y a des formes panifiables dans nos céréales aujourd'hui, par exemple le sorgho et le mil, qui peuvent nous permettre d'avoir du pain de chez nous. Mais pour produire du pain de chez nous, il faut faire du sorgho et du mil. On n'en fait pas assez. Il faut qu'on soit... Ce n'est pas une fatalité le blé. Voilà, donc il faut absolument... Il parle de ça. Et là, les habitudes... Mais si on ne change pas, mais le contexte va nous obliger à changer. Donc autant travailler aujourd'hui, nous faire violence nous-mêmes, pour que nous mettions en avant ce que nous avons de meilleur. Voilà, et nous avons des produits de chez nous, il faut les mettre au goût du jour. On va parler un peu de politique. Vous êtes acteur politique. Oui. Au niveau donc de la région de Sédhiou. Vous êtes également, vous disposez d'un parti qui s'appelle, je pense, Vision Sédhiou. Bon, c'est ça. C'est pas un parti. Bon. C'est pas un parti, mais un mouvement. C'est un mouvement Vision Sédhiou. Absolument. Vous l'avez mis en place récemment dans un contexte d'élection, notamment les élections locales. C'est vrai. Est-ce que vous avez eu les résultats escomptés lorsque vous avez déjà mis sur place ce mouvement? Ça, c'est une question intéressante. Bon, d'abord, il faut faire rapidement l'historique de mon entrée en politique. Pendant toutes ces années, personne ne m'a entendu vraiment On pensait même avoir affaire à un technocrate quand il s'engage en politique. Bouger en politique, oui. On va y revenir. Pourquoi cet engagement politique? Je me suis pas... Ça fait quand même plusieurs décennies que je travaille. Depuis que le président Macky Sall est au pouvoir, il m'a fait l'honneur quand même de me mettre à ses côtés. Depuis le ministère de l'Agriculture, le PRODAC et aujourd'hui le Palais comme ministre conseiller, puis aujourd'hui au Conseil national de sécurité alimentaire en tant que secrétaire exécutif. Je ne me suis jamais engagé en politique, mais ça ne veut pas dire que je ne faisais pas de la politique autrement. Parce qu'à chaque fois que de besoin, j'accompagnais, n'est-ce pas, mes confrères et consoeurs qui s'étaient engagés en politique aussi bien à Sédhiou qu'ailleurs. Mais il faut dire que, oui, je me suis décidé, il y a moins d'1 an, oui, on va dire, ça va faire bientôt 1 an, en novembre dernier, à l'orée de l'organisation des élections locales, de plonger. Bon, est-ce que j'ai eu une pression de mes confrères et consoeurs pour plonger? Mais je veux dire que c'est une démarche qui, pour moi, était une démarche logique. J'intervenais dans le social avec une association et je faisais des actions sociales dans l'éducation, dans la santé, etc., l'environnement. Et c'est comme si c'était un passage, vous voyez, un pont direct vers la politique. Parce que au local, je suis allé au local à Sédhiou avec un parti d'emprunt de la mouvance présidentielle. Parce que il ne saurait en être autrement, parce que je ne pouvais pas faire autre chose que d'être dans la mouvance présidentielle, parce que j'accompagne le président Macky Sall depuis le début et je continuerai à l'accompagner. Et donc, pour aller aux élections, puisque je n'avais pas été choisi comme candidat, bon, au sein de la même famille, j'ai pris un parti et je suis allé affronter le maire
de la commune de Sédhiou. Oui, je n'ai pas gagné. Bon, mais je n'étais pas ridicule non plus. C'est pas une fatalité aujourd'hui, aussi. j'étais pas ridicule. Pas une fatalité, pas une fin en soi. Non, c'était pas une fin en soi. Et puis d'ailleurs, ça m'a permis d'ailleurs de mesurer un certain nombre de paramètres, de critères, etc. Mais ça nous a permis aussi de nous positionner, de savoir quel est notre poids. Nous sommes sortis deuxième sur 7 candidats. Pour quelqu'un qui venait d'entrer en politique, il y avait simplement 2 mois, je ne peux pas dire que c'est un exploit, mais ce n'est pas nul. Mais ça ne s'est pas encore une fois, cela ne s'est pas matérialisé au niveau donc des législatives. Bon, les législatives, on remarque déjà dans l'histoire politique du PACA où, bon, voilà. Non, mais ce n'est pas la même démarche. C'est pas le même contexte. C'est l'opposition qui siège au niveau donc de l'Assemblée. Ça, c'est une incongruité. Ah oui? Ça n'aurait jamais dû arriver. Je vais vous dire pourquoi. Je vais rapidement terminer sur ces locales. Nous n'avons pas gagné. Mais je peux vous dire aujourd'hui que nous bénéficions d'un capital sympathie qui se mesure sur le terrain et on le sait. Donc ça, c'était pas inutile parce que les idées que nous défendions, le projet que nous avions pour la commune de Sédhiou était un bon projet. Et les gens nous ont suivis. Il y a une partie de la population qui l'a épousé. Absolument. Okay. Maintenant, quand vous parlez des locales, non, plutôt des législatives. Quand les législatives sont arrivées, avant les législatives, avant la campagne, puisque nous ne pouvions pas continuer avec le parti d'emprunt, nous avons créé un mouvement au sein de la mouvance présidentielle et nous l'avons appelé Vision Sédhiou. C'est avec ce mouvement Vision Sédhiou que nous sommes allés aux élections locales, mais de concert avec Benno Bokk Yakaar. Nous n'étions pas singletons, nous ne sommes pas partis à part, nous avons fait campagne ensemble avec Benno Bokk Yakaar. Malheureusement, résultat des courses, les résultats n'ont pas été bons. Mais il faut faire son mea culpa. Je considère que nous avons une co-responsabilité, tous ceux qui se sont engagés en politique aux côtés de Benno Bokk Yakaar, nous avons une co-responsabilité devant cette défaite. Mais, et je m'empresse. Moi, je parle de Sédhiou. Je vais parler de Sédhiou. Mais tout de suite, je m'empresse de rajouter qu'il y en a qui sont plus responsables que d'autres. Je trouve que ceux qui avaient les rênes, n'est-ce pas, de Benno Bokk Yakaar à Sédhiou, ce sont eux les premiers responsables de cet échec. Nous étions avec eux. J'ai dit tout de suite que nous sommes co-responsables. Mais je trouve que, nous avons fait une très mauvaise campagne électorale. Parce que j'ai alerté très tôt qu'il fallait vraiment changer de stratégie et vraiment être solide à Sédhiou pour qu'on puisse gagner. Mais on n'aurait jamais dû perdre Sédhiou. Mais c'est une folie. Sédhiou n'a pas tourné le dos au président de la République. Ça, je peux vous le dire. Je vous le confirmer. Et d'ailleurs, si nous avons consolidé Vision Sédhiou, c'est parce que nous allons récupérer Sédhiou des mains de l'opposition. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est incroyable. Dans l'histoire de Sédhiou, c'est la première fois que c'est l'opposition qui va représenter Sédhiou à l'Assemblée nationale. Mais c'est une folie, c'est une aberration. Enfin bon, bref, ce n'est pas possible, ça ne devrait pas arriver. Nous n'aurions jamais dû perdre Sédhiou. Nous avons très mal managé, le Benno Bokk Yakaar à Sédhiou a été très mal managé. Nous avons fait une campagne, mais vraiment désastreuse. Des véhicules qui se suivaient avec de la musique. Et puis je leur disais, attention, on ne gagnera pas cette campagne en allant juste rendre des visites à des chefs religieux. Oui, mais il faut parler avec les jeunes, il faut parler avec les gens, il faut entrer dans les villages. J'avais proposé une chose, en pleine réunion, Benno Bokk Yakaar. Je leur ai dit, si vous voulez qu'on gagne ces élections, nous avons 3 zones, le Pakao, le Yacine et le Boudié. Au lieu que tous les responsables, à la queue leu se retrouvent au même endroit, au même moment, pour raconter la même chose, divisons-nous en 3. Un groupe va dans le Yacine, un autre va dans le Pakao, et l'autre va dans le Boudié. Et quand on va dans une zone, dans un terroir, on y reste. Minimum 2 jours. On entre dans les familles, on parle avec les gens, on leur parle de leurs problèmes. Comment le président Macky Sall a révolutionné cette région, ne serait-ce qu'au plan des infrastructures.
La route Sédhiou-Marsassoum, c'est une révolution. Le pont, la route des Kalounaï et la route du Boutier qui va être faite. Sédhiou est devenue une ville qui peut concurrencer n'importe quelle ville au Sénégal. Ce n'est pas le cas, c'est Macky qui l'a fait. Mais comment Sédhiou, qui aujourd'hui a bénéficié de tout cela, peut avoir tourné le dos au président de la République? Ce n'est pas possible. Nous avons été nuls et nous allons reprendre les choses en main. Comment? Comment? Bonne question. Le mouvement que nous avons mis en place a déjà son réseau. Je vous dis, depuis des années, nous y travaillons au plan social et nous bénéficions d'un capital, quand même, confiance et sympathie, non pas seulement dans la commune, mais sur l'ensemble du département. Et on ne va pas s'arrêter au département. Il faut refédérer. Il faut refédérer tous les responsables qui sont aux côtés du président de la République à parler le même langage. Nous avons été, mais vraiment frappés par le démon de la division. Et ça, c'est de notre faute. D'accord. Il faut reprendre ça, il faut qu'on aille ensemble et c'est cela que nous allons faire. Une dernière question liée à l'engagement politique de Jean-Pierre Senghor. Bon, si vous pouviez peut-être, ça va être un peu difficile peut-être pour vous de définir votre engagement politique en deux mots. En 2 mots. C'est pas 2 mots, 2 mots, c'est pas possible. Bon, je vais essayer d'aller vite. Voilà, Non, mais écoutez, je vous l'ai dit. La particularité de votre engagement. Bon, écoutez, vous savez, Platon disait, il y a déjà très longtemps, 4 siècles avant notre ère, il disait « faites de la politique ». Et il s'adressait à des jeunes. Et moi, souvent, je le disais aux jeunes. Alors, Platon disait « faites de la politique, sinon vous serez sanctionnés ». Sanctionnés par le fait que vous serez dirigés par des gens qui peut-être ne sont pas meilleurs que vous en termes d'engagement. Aujourd'hui, j'ai considéré avec mes confrères et consoeurs, mes amis, que si je voulais prolonger l'action sociale, les actions sociales que j'ai menées dans mon association, il fallait que je m'implique en politique, avec une vision très claire. Et je l'ai dit quand je me suis engagé, peut-être que je serai un très mauvais politicien, mais j'essaierai d'être quelqu'un qui va faire de la bonne politique. Je ferai de la politique sans être un politicien. C'est noble de faire de la politique. J'admire les politiques qui s'engagent, mais vraiment, dans ce pays, c'est eux qui transforment ce pays-là. Et mon engagement, c'est 3 choses. Premièrement, comment tirer Sédhiou vers le haut? Sédhiou est une ville cosmopolite. Moi-même, je suis un Senghor, authentique Sédhiois. C'était une terre d'immigration, parce que Sédhiou offrait des opportunités. Des gens sont venus du Mali, de la Guinée, de partout, pour aller s'installer à Sédhiou. Pourquoi? Parce que Sédhiou était une terre qui offrait des opportunités de travail. Mon père est allé à Sédhiou parce qu'il est allé travailler là-bas, il s'est installé. Vous avez des Mané, des Fall, des Dieng, des Diop, des Niang, qui sont authentiques Sédhiois. C'est ça Sédhiou, c'est ça la particularité de Sédhiou qu'il faut qu'on offre au reste du Sénégal. Mon engagement politique, c'est ça. Le fait que, pendant que d'autres sèment la division dans le pays, sapent la cohésion sociale, Sédhiou doit être un exemple justement de cette cohésion sociale, parce que c'est un modèle qu'on peut offrir au reste du Sénégal. Ça, c'est un facteur majeur qui m'a engagé en politique. Les jeunes à Sédhiou. Mais moi, c'est mon métier, l'agriculture. Je m'y investis personnellement dans une ferme que mon père m'a léguée là-bas. Je vous dis, les jeunes qui sont là-bas et qui travaillent depuis quelques années, mais ils commencent à se dire, mais donc c'est possible. C'est possible de travailler la terre, de gagner de l'argent et de rester chez nous. Donc il faut que les études que nous avons eu la chance de faire, le fait qu'on ait parcouru le monde et d'avoir vu d'autres modèles, il faut aussi qu'on puisse en faire profiter notre zone et notre terroir. L'amour du terroir nous appelle à ça. C'est ça mon engagement politique. L'éducation des filles. Comment faire en sorte que Sédhiou soit une zone vraiment d'intellectuels. Vous voyez, c'est vraiment une zone où Sédhiou a offert beaucoup d'intellectuels au Sénégal. Je m'investis dans l'éducation, l'enseignement des sciences. Voilà ce que je suis en train de faire pour accompagner le chef de l'État dans l'œuvre gigantesque qu'il est en train de construire pour que le Sénégal en 2035 devienne un État émergent, et nous sommes sur la rampe. Nous sommes au terme de l'émission. Votre dernier mot à l'endroit des internautes? Oui, c'est de dire merci à vous, de lancer un message d'espoir à toute cette jeunesse
qui constitue non pas un problème pour le pays, mais plutôt une opportunité. Le Sénégal est une terre d'opportunités. L'agriculture est un secteur qui va effectivement booster notre économie, notre développement. Aujourd'hui, le président de la République nous engage sur la voie de la souveraineté alimentaire. Ce n'est pas que nous n'avons pas le choix, mais nous n'avons plus le choix que de nous engager dans cette voie qui va nous permettre, nous, au lieu d'être un État qui va être consommateur de produits importés, mais d'être un exportateur net de produits agricoles, agroalimentaires. Donc l'espoir est permis. Cet hivernage nous a gratifié, de pluies quand même assez généreuses, même si, il faut le comprendre, en matière d'agriculture, ce n'est pas les quantités, c'est la répartition spatio-temporelle des pluies, alternance de pluie et de soleil qui font le succès. Je pense que cet hivernage nous donne espoir et que je pense que nous aurons des récoltes intéressantes et nous allons partir de là pour bâtir un pays qui va certainement très rapidement construire sa résilience et puis être un pays souverain en matière alimentaire. En tout cas, merci pour l'opportunité. Voilà. Merci à vous. Donc c'était Jean-Pierre Senghor, qui est secrétaire exécutif donc, du Conseil national de la sécurité alimentaire, qui a été donc, précédemment ministre conseiller au niveau donc, de la présidence de la République du Sénégal auprès du chef de l'État Macky Sall, mais également quelqu'un qui est très engagé donc, dans la politique avec son mouvement Vision Seyou. C'était donc avec lui que nous échangions aujourd'hui à travers donc, votre émission hebdomadaire L'Entretien qui revient la semaine prochaine avec un autre invité. Merci beaucoup.